Alors, on arrive dans une partie que j'aime beaucoup, la partie où Rosemary mène l'enquête. C'est une partie qui est absolument agréable à lire dans le roman, malheureusement qui est un peu ignorée dans le film, mais dans le roman, c'est décrit petit à petit, on voit comment son raisonnement mène d'une incidence à l'autre, etc. Alors, il faut savoir que jusqu'ici, le plan presque parfait des satanistes se déroule à la perfection, bien sûr, mais il va tomber à l'eau, en fait. Et tout cela va se jouer sur une rencontre anodine qui va l'envoyer dans un tourbillon de déduction, et c'est ce qui va faire tomber le rideau, en fait, de ce parfait spectacle monté par la secte. Alors, Minnie n'étant plus là pour garder un œil sur Rosemary d'or, et Guy ayant des répétitions à faire, en fait, la secte relâche sa surveillance. Donc, Rosemary est laissée un peu à elle-même. Rosemary donc va se rendre à un comptoir de papeterie de Tiffany, je crois, donc la boutique Tiffany, pour quelques enveloppes pour envoyer les faire-part. Donc il faut savoir que Guy, dans ces grands moments de fourberie qui joue le jeu de la carte de l'annonce là justement, tout en sachant que le bébé sera enlevé et le vol du bébé masqué comme une fausse couche ou un mort-né. Donc Guy joue le jeu avec elle, donc ils choisissent les cartes, machin, donc c'est à elle d'aller chercher maintenant les enveloppes de couleurs, tout cela. Et là, en fait, Rosemary va tomber sur Dominique, en fait, qui est l'entraîneur vocal, le coach vocal de Guy. Et on se rappelle, ça date, ça remonte, hein, donc on va faire un petit jeu de mémoire là, on se rappelle en fait que quand Guy a voulu rencontrer Baumgart pour récupérer sa cravate, en tout cas un bien appartenant à Baumgart, il avait demandé à Rosemary de s'éclipser ce soir-là parce qu'il voulait répéter ou je sais plus quoi. Il avait prétexté qu'il avait eu 2 billets de théâtre, donc qu'elle pouvait y aller avec une amie, pour éloigner Rosemary. Sauf qu'il avait dit que les billets lui avaient été refilés par son coach vocal. Alors qu'il aurait pu juste dire qu'il avait obtenu des billets en fait. Mais encore une fois, toujours dans le mensonge, une petite faille. Donc il avait dit qu'il avait obtenu ses billets grâce à son coach vocal. Et là, Rosemary tombe sur le coach vocal en question. Et donc elle le remercie. Elle dit merci pour les tickets. Et Dominique lui fait quel ticket? Il fait les tickets que vous avez donnés pour le spectacle là en question, les fantastiques, je sais plus quoi. Il nie en fait. Il dit non, je n'ai jamais donné de ticket à Guy. Enfin. Et Rosemary est perplexe parce qu'en fait, ce mensonge est absolument inutile en fait. Donc le mensonge est tellement anodin et inutile qu'il devient important. C'est tellement bateau comme mensonge. C'est pas un gros truc quoi. Il est tellement subtil, il est tellement risible. Il n'y avait pas besoin de mentir pour cela. Mais Guy avait besoin de mentir parce que c'était important là ce qui se passait. C'était grave. Donc il fallait vraiment. Il était focalisé sur sa mission et donc petit mensonge de trop. Et donc en fait, ça va s'ajouter à des minuscules soupçons que Rosemary avait déjà et tout cela va se mettre en marche. Donc déjà, il se demande pourquoi Guy a menti. Il faut savoir aussi, donc un petit détail sur lequel je ne suis pas revenu, c'est que Guy, en fait, avait jeté le livre que Hatch a donné à Grace, sa copine, que Grace a remis à Rosemary, où il y avait marqué « Toutes des sorcières » ou « Tous des sorciers ». Ce livre-là, Guy lui avait retiré des mains la fameuse nuit où Rosemary est partie en délire dans ses suggestions et finalement on était arrivé à la conclusion que les Castavetes étaient des satanistes. Quand Guy est rentré, il a contredit toutes ces théories mais il savait qu'elle était sur la bonne piste. Il a prévenu Roman et Minnie pour que Roman et Minnie préviennent sa pastine pour qu'ils s'éloignent, enfin qu'ils mettent en place tout ce plan-là. Il faut savoir quand même qu'il fallait quand même retirer le livre des mains de Rosemary. Donc Guy le lui a enlevé, prétextant juste, écoute, ce livre te met dans tous tes états. Je vais pas le brûler, je vais juste le mettre de côté. Donc voilà, il lui met le livre de manière inaccessible un peu en haut d'une armoire, le temps qu'elle se calme, si on veut. Le lendemain, il a jeté le livre, en fait. Et Rosemary était outrée, en fait. Mais pourquoi tu as jeté mon livre? Il lui a dit, mais t'as vu dans quel état ça le mettait? Et Rosemary lui a rétorqué finalement que c'était un cadeau d'un mourant. Tu n'as pas à le jeter pour moi, quoi. Mais non, Guy a décidé de jeter le livre. Donc ça se rajoute à ça. Pourquoi, en fait? Donc pourquoi Guy ment et pourquoi il a jeté le livre? Est-ce que c'est pour cacher des choses? Est-ce qu'il s'est engagé à des choses avec la secte, du coup? C'est ça que ça sous-entend, en fait. Parce qu'en jetant le livre, en jetant la source d'information vis-à-vis de la secte, est-ce qu'il essaie de les protéger et garder Rosemary dans le flou, dans le mystère, dans le noir? Et au détail aussi, comment Guy a su pour la flûte et le lecteur de vinyle là en question, comment il a su que c'était Dr. Shawn qui le mettait quand il lui avait protesté que ce n'était pas une messe noire qu'ils avaient, enfin que c'était juste des soirées musique quoi. Pour le savoir, est-ce que cela veut dire qu'il a participé à l'une d'elles? Donc elle se rappelle avoir lu des histoires sur l'initiation des satanistes et elle se rappelle l'odeur. Donc elle va retrouver le livre, il me semble qu'elle va dans une librairie et elle retrouve le livre, en fait elle relit et elle se documente notamment sur l'initiation en fait de nouveaux satanistes. Et ça parle d'odeur, ça parle aussi de marque, donc c'est répété dans le livre. Donc voilà, parce qu'on doit faire des vœux, et puis on est aussi enduit de certaines choses, donc notamment le tennis route qui est très utilisé. Et elle se rappelle que ce soir-là, quand elle est rentrée, ça sentait très fort le tennis route dans l'appartement. Elle avait cru que c'était son collier justement. Mais là, tout d'un coup, ça prend un autre sens. Et la douche de Guy aussi ce soir-là. Et depuis, il dort tout le temps avec un t-shirt notamment. Voilà. Donc, mais ce fameux t-shirt avec lequel il dort tout le temps, est-ce qu'il a une marque qu'il cache du coup? Elle essaie quand même de contrebalancer ça en se disant, mais si ça se trouve finalement, il a juste menti pour faire venir une amante en fait, une maîtresse à la maison. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'odeur dans les draps. Elle réalise qu'il n'y avait pas d'odeur de corps dans les draps, finalement. Et surtout, juste derrière, quand elle est rentrée ce soir-là, il lui avait fait l'amour de manière frénétique, en fait. Et ça, c'était l'excitation d'un jeune Guy qui s'initiait au crime. Enfin, pas au crime, je pense. Guy ne s'attendait pas à ce qu'on tue Baumgart, a raison d'ailleurs. Mais il s'attendait plutôt à le mettre hors de course, en fait. Donc c'est ça qui l'excitait. Donc Rosemary s'est dit non, il n'a pas pu ramener une maîtresse, la baiser, et puis derrière me baiser comme il a fait. Enfin, ça peut pas marcher, en fait. Hein. Qui aurait cette énergie? Voyons, faut être raisonnable. Donc cette nuit-là, l'amour frénétique, le son de sa basse. Le lendemain, l'attente frénétique, en fait, de Guy. On se rappelle que le lendemain, il attendait le coup de téléphone. Si ça a marché, on va l'appeler pour lui dire que Baumgarten est hors de la course, en fait. Donc est-ce que lui est dispo? Donc la nouvelle de la cécité,
et tout le succès qui en découle ensuite. Et le livre en parle bien de cela, justement, la cécité et autres. Enfin, le livre parle de sorts, des sorts qu'une secte peut jeter. Donc la cécité, le paralyser, tuer, mettre dans le coma. Et du coup, est-ce que c'est ce qu'ils ont aussi fait à Hatch, qui a découvert leur secret, vu que c'est lui l'auteur des indices que Rosemary a récupérés? Sauf que là, il y a un problème, parce que Rosemary continue à lire dans le livre et comprend qu'il y a besoin d'un bien de l'autre pour qu'un sort soit jeté. Tout donc elle se rappelle qu'Hatch avait perdu un gant en partant de chez eux. Est-ce que c'est Roman qui a pris le gant en partant après avoir compris l'intelligence et donc le danger que Hatch représentait? Et là, Rosemary se rappelle que non, en fait non, parce que Roman, quand il est arrivé, c'est elle qui l'a raccompagné à la porte, donc il n'a eu le temps de rien prendre. Sauf que là, Guy, lui, est rentré précipitamment sans se démaquiller, chose qu'il n'a jamais fait. Sans doute obéissant aux ordres du coup de la secte. Guy qui lui avait accès à la penderie en fait et aux affaires de Hatch pendant que Rosemary est occupée à parler à Hatch. Et Guy qui lui n'avait jamais voulu de bébé avant de rencontrer les Castavet et qui n'aimait pas toucher le bébé. Là elle se rappelle ce fameux moment où il lui a mis la main par exemple sur le ventre où il a retiré sa main prestement. En fait tout prend sens si Guy est dans la secte. Si elle retire Guy, toutes ces théories ne tiennent pas, mais Guy donne réponse à tout finalement. Donc est-ce que finalement les billets, donc on revient aux billets, est-ce que finalement les billets n'étaient que pour éloigner Rosemary afin que Guy fasse sa fameuse sabbat en fait, et jeter son sort sur Baumgartner. Et c'est là justement que Dominic Shaw joue de la flûte, etc. Enfin bon, tout ça pour niquer Baumgartner et récupérer le succès pour Guy. Mais s'ils ont fait tout cela pour Guy, et si Guy s'implique à ce point-là pour eux, qu'est-ce que Guy leur a promis en retour? Et donc elle revient sur sa seule théorie, parce que là justement elle n'a pas encore d'autres informations pour s'éloigner, parce qu'elle n'a toujours pas pris le rêve en compte. Donc la seule théorie qu'elle a, c'est que les sorciers, ce qu'ils veulent, c'est un bébé. Ils veulent un bébé pour leur rituel. Donc est-ce que Guy leur a promis le bébé? La seule faille à son raisonnement, la seule faille qu'elle trouve, c'est qu'il est clairement dit dans le livre que les sorciers ou les sorcières utilisent des effets personnels de leurs victimes pour les aveugler ou les tuer. Ça peut marcher pour Hatch, si c'est Guy qui a bien récupéré son gant, mais comment est-ce possible pour Baumgartner? Ils ne le connaissent pas, Guy le connaît à peine, comment ils ont pu récupérer quelque chose de l'appartement? Et c'est là en fait que sur une intuition, elle va contacter l'ancien rival du coup de Guy, donc ce fameux Baumgartner, elle va l'appeler, et Baumgartner, on apprend donc qu'il est devenu une sorte d'écrivain aveugle en fait. Maintenant qu'il ne peut plus jouer, il parle, il dicte des textes à un secrétaire comme ça qui rédige pour lui, donc il est rempli de colère, le mec, on peut comprendre. À l'apogée de sa carrière, tout d'un coup, cette cécité qui lui tombe dessus sans raison. Donc en lui parlant, elle lui fait révéler en fait le fameux échange, en fait, elle le bluffe en fait. Elle le bluffe, elle lui dit juste... Donc elle vient aux nouvelles, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, d'autant plus que Guy et moi en profitons du coup, donc on se sentait un peu mal. Et Baumgartner, vous savez, c'est le jeu, c'est pas très grave, c'est comme ça, ça marche comme ça, il y a pas de souci. Et là, en fait, elle bluffe, elle lui dit, par contre, du coup, il a quelque chose à vous, non? Ça ne vous manque pas, vous ne le voulez pas en retour? Baumgartner fait, il a quelque chose à moi, comment ça? Et Rosemary continue à rester là-dessus. Un peu comme Roman avait fait un peu pour lire Guy, en fait, avec la lecture froide, là, justement, en balançant des pistes comme ça. J'aimais bien votre pièce, là, quand vous avez fait un geste particulier, ce qui ne veut rien dire. On peut dire ça à n'importe qui, à n'importe quel comédien. Et Guy qui avait sauté dessus. Ah oui, j'ai toujours voulu donner un sens au personnage, donc voilà. Là, c'est Rosemary qui l'applique. Elle dit, mais si, là, vous savez, vous ne savez pas ce qu'il a de vous. Et là, Baumgartner lui répond, vous ne parlez quand même pas de ma cravate. Non, c'est pas un accident, c'est moi qui lui ai donné. Donc voilà, il lâche l'info. En apprenant que Guy avait échangé, donc à ce moment-là, avait fait un échange de cravates avec Baumgartner, juste avant qu'il ne devienne aveugle. Et c'est assez drôle de voir Rosemary prendre presque, en fait, se glisser sous la peau un peu de Roman ou des gens de la secte un peu, pour mener son enquête, et appliquer donc du coup cette technique du coup de Roman pour soutirer des informations. Comme quoi elle a appris des choses. Et donc là, tout d'un coup, ça y est, en fait, tout s'emboîte parfaitement. Et donc elle est étourdie, en fait, elle a une angoisse qui monte, elle quitte la boutique, elle traverse la 5e avenue dans le film, on le voit d'ailleurs au milieu de la circulation. C'est dans le film là, à ce moment-là, qu'elle laisse tomber en fait son pendentif, en fait, le charme rempli de tennis route, c'est là qu'elle le jette. Et du coup, l'ordre est un peu confus dans le film, en fait, vu qu'elle le fait en commençant à peine son enquête, en fait, à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et en allant acheter le livre. Donc elle n'a pas encore le livre en fait. Donc est-ce que c'est une façon de se clarifier l'esprit, d'y voir un peu plus clair? Alors que dans le livre, c'est quand elle a compris tout ça qu'elle jette ce charme. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec la secte. Donc affolée, elle va faire sa valise et va voir le docteur Sapostil en fait pour lui dire ce qu'elle a appris. On comprend. Elle se tourne vers le seul homme intelligent qu'elle connaît après Hatch n'étant plus. Et il faut se rendre compte quand même que si Hatch avait été vivant, c'est assez drôle parce que Rosemary se serait trouvée dans une tourmente en fait, sorte de pro-life versus pro-choice satanique. Parce que sans doute que Hatch aurait pu aller jusqu'au bout et comprendre du coup que c'est l'enfant n'est pas censé être sacrifié, mais c'est plutôt l'enfant qu'ils veulent, pour ce qu'il est en fait. Je me demande bien quel argument pro-life ou pro-choice on pourrait avoir pour le fils du démon. Mais après tout, il est aussi probable que Hatch aurait pu croire que la secte en voulait à l'enfant pour son sang, vu que c'est lui aussi qui nous a ramené cette première histoire de l'enfant abandonné en fait, l'enfant mort abandonné dans les sous-sols du Bram. Alors, de deux choses une, c'était peut-être la première tentative échouée de créer le fils du démon, du diable, mais il serait étonnant quand même que la secte jette dans les poubelles le cadavre avorté d'un fœtus d'antéchrist, en réalité, à moins que ce soit l'enterrement ritualistique tel qu'énoncé dans le livre du diable à la fin. Ou alors, c'était une de leurs traites de sang. C'est peut-être plus plausible, en fait. Ce pauvre gamin momifié, retrouvé dans les journaux, en fait, ils l'ont vidé de tout son sang. C'était un des exercices de la secte, en fait, réclamant le sang de l'enfant pour le rite, parce que, voilà, le sang de l'enfant transmet un certain pouvoir. Le sang frais de l'innocent, idéalement enfant,
serait alors comme un catalyseur de la conjuration, l'huile dans le moteur si on veut. Et c'est ce même sang, si on se rappelle, pendant le viol satanistique, là, c'est ce même sang qui a servi par exemple à préparer l'utérus de Rosemary pour recevoir la semence du diable. Toujours est-il donc, on est sur la théorie de la secte en a après le sang de mon enfant, je me réfugie auprès de l'obstétricien qui est la seule personne censée que je connaisse ici. Donc pas vers ses amis en fait. Donc, c'est vraiment pour dire quoi. Et là, pendant qu'elle est dans la salle d'attente à attendre, parce que pour une fois, Saperstein ne sait pas ce qu'elle sait. Il ne sait pas en fait dans quel état elle est. Donc il ne s'est pas préparé à la recevoir. Donc pendant que Rosemary est là assise, elle parle avec la secrétaire, vite fait, un petit échange. Et c'est là en fait que la secrétaire lâche une info. Parce qu'elle lui dit que pour une fois, elle ne sent pas ce fameux collier qu'elle a d'habitude là, avec le Tanis. Et Rosemary dit oui, j'ai dû m'en débarrasser, je sais plus quoi. Et la secrétaire dit ah bah putain, génial quoi. Putain, si vous arriviez aussi à convaincre le docteur de faire de même, parce que des fois il arrive et ça pue, putain. Je supporte pas cette odeur. Mais c'est quoi? C'est une racine? C'est quoi? C'est une. Et là, Rosemary comprend du coup. Elle comprend que Saperstein est un sorcier. Et il adore s'imbiber apparemment aussi lui aussi du poivre du diable ou l'épice du diable, là, le Tanis root. Et donc il fait partie du complot. Donc là, en fait, tout le monde autour de Rosemary, donc vraiment la paranoïa est au maximum. Rosemary va donc décider d'appeler le docteur Hill à partir donc d'un téléphone public dans la rue et elle tient à le voir, elle insiste et quand elle va lui révéler, donc elle va le rencontrer, elle va lui révéler ses soupçons. Lui, en fait, donne l'impression de la prendre au sérieux et lui donne en fait un sédatif pour l'aider à dormir. Mais en fait, derrière, quand elle va se réveiller, en fait, elle va découvrir Guy et le docteur Saperstein qui sont là. Ils sont là pour la ramener chez elle et ils la menacent en fait de l'envoyer à l'asile si elle résiste. Donc, ce qui est un joli clin d'œil au rêve, parce qu'on se rappelle que dans le rêve, Rosemary se fait attacher en fait et ce sont des gens, comme des gardiens d'asile qui l'attachent en réalité. Dans ce rêve qui tournoie presque dans de la folie. Et Hill qui est là en fait, clairement, l'a dénoncé et très content du déroulé en fait. Pour lui, c'est les hormones. Cette femme est complètement hystérique. Voilà, c'est normal. Elle est enceinte. Vraiment, on a cette condescendance et cette façon de traiter Rosemary comme un enfant qui ne peut pas prendre de décision pour elle-même, c'est hyper frustrant, c'est une frustration terrible en fait, de ne pas pouvoir être maître de soi, être relégué comme ça à ce rôle d'enfant à materner tout le temps en fait, sous prétexte qu'elle est enceinte. On aurait presque envie d'entendre Rosemary hurler, c'est mon corps, c'est mon choix en fait, sauf que elle, dans ce cas-ci, elle veut le garder le bébé. À sa façon, à l'inverse en réalité quoi, c'est je peux décider pour moi en fait, foutez-moi la paix. On a ces trois hommes comme ça qui la mal, enfin, c'est incroyable quoi, on partage cette frustration dans cette impuissance qu'elle a et cette fragilité aussi. Donc le retour, donc sur la route du retour dans la voiture, alors le retour c'est le malaise absolu en fait. Rosemary est prise entre Guy et Saperstein d'un côté et de l'autre, elle est au milieu et elle dans sa tête c'est ça y est, ils me tiennent, ils vont m'enfermer. Ils vont prendre le bébé. C'est terrible en fait. Et tout ça se passe en pleine journée. Et on a ce sentiment comme ça d'angoisse et d'étouffement, d'impuissance en fait, mais en plein jour en plus. On n'a même pas besoin de... Le film n'a même pas jugé bon, enfin dans le livre aussi c'est écrit comme ça de toute façon, de jouer cela le soir, la nuit venue avec... Non, on a rien de tout ça. On a juste une chaleur étouffante et de la lumière, c'est tout. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant dans l'immeuble, en fait, Rosemary va réussir à les semer en manquant presque d'écraser les doigts de Diego, en fait, donc le garçon d'ascenseur. Elle va arriver dans l'appartement avant eux. Alors c'est une scène terrible hein, parce qu'on la voit courir avec son gros ventre là. Enfin, on a peur qu'elle tombe, qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Après tout, c'est une figure très fragile, quoi, la figure de Rosemary enceinte là dans le film. C'est qui rajoute le malaise justement. Course poursuite avec une femme enceinte dans les couloirs du Brahms. Une fois qu'elle a réussi à fermer la porte à clé, elle essaie d'appeler sa famille pour les prévenir que quelque chose ne va pas. Ce qui est une très bonne idée. Mais le problème, c'est que Guy et les autres, en fait, vont apparaître dans l'appartement. Parce qu'ils sont entrés par quelque part. Donc, elle ne sait pas encore, elle. Mais il y a un passage, en fait, qui conduit depuis les Cassavetes chez eux. Donc, Rosemary va essayer de les combattre, et en fait, est dans la panique. Donc, elle se débat comme elle peut, mais dans la panique, en fait, le travail commence. Elle commence à accoucher, en gros. Et donc là, ils doivent la forcer sur le lit, tandis que Saperstein lui injecte encore un sédatif. Et dans son impuissance, c'est très touchant parce que ça met à hurler le nom de l'enfant, en fait, qu'elle aurait eu, qu'elle devait avoir, en lui demandant pardon. Elle dit Andy ou Jenny, tu vois. Je suis désolé mon chéri en fait, j'ai tout fait. C'est un moment très touchant en fait, j'ai tout essayé mais ils sont plus forts que moi en fait. Et en plus ils ont Guy avec eux donc elle proteste aussi. Alors c'est très touchant, c'est très drôle parce qu'elle se dit dans sa tête non mais non on peut pas accoucher là, moi je voulais accoucher à l'hôpital. Mais bon ça se passe, c'est dans ses pensées aussi. Quand elle va se réveiller, Guy va lui dire qu'elle a eu un garçon et qu'il va bien. Ça va être un moment en fait où elle va plonger comme ça entre l'éveil et les moments d'éveil, les moments de somme. Et plus tard, ça sera à Saperstein maintenant d'apparaître, lui annoncer que le bébé est mort. Et ce qui veut dire qu'ils n'ont pas bien répété en fait. Soit Guy ne voulait pas la mettre face à la douleur là tout de suite, il n'a pas eu le courage de lui dire ce qui était le plan dès le début. Enfin, c'est que le garçon, l'enfant est mort-né. Donc il n'a pas peut-être eu le courage de lui faire de la peine à ce point-là, à ce moment-là où il était par terre comme absolument détruite. Donc il a peut-être pas eu le courage de dire cela. Il préfère lui dire qu'elle a eu un garçon. Et derrière, ils ont dû reparler et ils ont dû lui dire, écoutez, non mais gars, c'est quoi ça? Il faut s'en tenir au plan. Le plan, c'est qu'on récupère cet enfant. Vous le voulez maintenant? Vous avez changé d'avis? Regardez-le. Et effectivement, il faut savoir que l'enfant, dans le livre en tout cas, a des cornes, a des yeux rouges, a des griffes. Enfin, bon, il est magnifique. Il a même une queue, je crois, un début de queue. Guy est raisonné, mais lui ne peut pas annoncer cette nouvelle. Donc c'est à Saperstein de le faire. Il arrive et il apprend à Rosemary que le bébé est mort en fait. Donc elle refait une crise.
Elle les traite de menteurs, de sorciers. You're lying, you're lying. Elle le répète en boucle, vous mentez, vous mentez. Et on la pique de nouveau, sédatif à nouveau, ce qui est la solution à tout apparemment. Lors d'un de ces moments de lucidité, Guy va essayer de la réconforter. Il va lui parler des nouveaux deals qu'il a eu avec Hollywood, qu'on va lui faire, et de la villa et de la piscine qui les attend. Et nous, on se demande, mais d'où sort cet homme en fait, en réalité? Enfin, elle vient de perdre son enfant, il lui parle de piscine à Hollywood, enfin bon. C'est Guy. Et là, Rosemary va en profiter pour l'interroger, en fait. Et Guy, on sait que Guy n'avouera pas. Guy va toujours mentir, et Rosemary ne devrait pas être surprise par cela, en fait. Elle a déjà vu mentir à la perfection. Elle sait qu'il joue très bien ce rôle. Il joue très bien son rôle. Par contre, là, ça va un peu plus loin, parce que Guy, pour moi, est clairement le roi du poker face, en fait. Parce que je me dis, le choc qu'il a, le personnage en tout cas, le choc qu'il doit recevoir quand il comprend qu'elle a tout compris. Parce qu'elle lui demande, en fait, pourquoi t'as changé de cravate avec Baumgart? Ah, tu t'es marqué, le rituel, c'est quoi ce bordel? Et même, en fait, se rendre compte, en fait, chez le Dr. Hill, en fait, après l'incident, qu'elle a compris des choses impossibles quand ils ont dû la ramener à l'appartement. Il a dû comprendre qu'elle a tout compris. Donc, elle a compris des choses qu'elle a déduites d'elle-même, en fait, des choses impossibles que même lui il a dû en douter. Il a dû avoir un mal fou, en fait, à admettre cette réalité-là, l'existence donc du diable, sa descente sur Terre, son désir de faire des enfants, etc. Même si Rosemary n'est pas encore arrivée jusqu'à là. Pour elle, c'est juste une secte avec des gens avec des pouvoirs. Mais Guy, en apprenant tout cela de la bouche de Roman et de Minnie, a dû douter. Elle, sans être accompagnée de cette manière-là, en est arrivée aux mêmes conclusions. Elle est arrivée aux bonnes conclusions. Il ne pouvait pas s'attendre à ça, c'est impossible. Rosemary, telle qu'il l'a connue, ça a toujours été la petite cruche dont il s'est occupé. Et là, tout d'un coup, elle s'est complètement dévoilée autrement. Donc, une fois qu'il a compris qu'elle a tout compris, il garde quand même son poker face. Alors qu'en réalité, il doit être absolument troublé. C'est toujours lui qui a eu l'ascendant sur elle. Et là, dans son dos, elle a mené son enquête, sa propre enquête. Et du coup, la question qu'il peut se poser, c'est elle est passée où, en fait, la petite conne qu'il a toujours retournée et manipulée comme il voulait? Question légitime. Rosemary s'est absolument transformée. À cette étape du film, Rosemary n'est plus la même, vraiment plus le même personnage qu'on a connu au début. Donc Rosemary va essayer quand même de le travailler, mais en vain. Elle lui demande, tu as été marqué, enlève ton t-shirt, je veux voir. Elle ne trouve pas de marque, ce qui veut dire que Guy a eu peut-être un procédé autre. Et en fait, la suite, il arrive presque par contre, à convaincre Rosemary qu'elle a juste crisé, quoi, qu'elle a halluciné, qu'elle a tout monté ça dans sa tête, mais qu'en fait, rien de tout cela ne tient. Et Rosemary est presque convaincue de cela au final. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va garder Rosemary dans cet état, donc alité. On va prévenir toute sa famille, tous ses amis autour que le bébé est mort-né. Par contre, on va continuer à récupérer son lait maternel, en fait, parce qu'elle elle fait du lait, donc on récupère le lait. Et elle passe ses journées, en fait, dans une stupéfaction complètement droguée. Et son lait est pompé. Et ces vieilles matrones-là de la secte, en fait, viennent à chaque fois lui rendre visite. Donc il y en a toujours une qui la surveille, l'autre qui prend le lait, elle part. Et donc c'est ça sa routine. Ses amis croient que le bébé est mort-né, que Rosemary est en pleine déprime, donc faut pas trop lui rendre visite, faut la laisser se remettre. Encore une fois, les amis de Rosemary, dans leur magnificence. Et tout se découle de cette manière-là, jusqu'au moment où elle croit entendre un bébé pleurer à travers les murs de l'appartement. Elle entend un bébé pleurer et on lui dit rapidement, en fait, comme ça, dans le sens de la discussion, sous-entendu qu'en fait, un nouveau couple, de nouveaux voisins ont aménagé avec un nouveau-né. Sauf qu'elle se dit qu'ils ont pris son bébé et que c'est lui qu'elle entend pleurer et qu'ils envisagent, en fait, de le sacrifier pour l'un de leurs rituels. Donc là, en fait, elle revient à la charge. Donc Rosemary se réveille tout d'un coup. Finalement, la seule chose qui donne son énergie à Rosemary, c'est le bébé. Ce qui a fait en sorte que Rosemary se réveille, mène son enquête, fasse tout ce qu'elle a fait là, c'est pour son bébé. Elle est prête à tout pour son bébé. Ce qui fait sa force, mais on verra que c'est ce qui fera aussi sa faiblesse à la fin de l'histoire. Donc là, bébé vivant, la lutte n'est pas finie, le combat n'est pas fini, donc Rosemary se réveille. Et là, elle va commencer, la première chose qu'elle va faire, c'est cacher ses tranquillisants, en fait. Donc, on lui donne des médocs tous les jours qu'elle prenait, mais là, maintenant, elle commence à les cacher, à faire semblant de les boire, mais elle les met de côté, car elle prépare un plan. Elle arrive d'ailleurs à se persuader que l'enfant est bien là et bien vivant, parce qu'elle fait un test, en fait. À un moment, on lui récupère son lait, et avant que la matrone la parte avec le lait, en fait, elle veut jeter une cuillère sale dedans, histoire de s'en débarrasser. Et l'autre esquive. Faites pas ça, c'est dégueulasse. Et Rosemary fait, mais pourquoi c'est dégueulasse, on va le jeter de toute façon. Il fait, oui, mais bon, c'est pas propre, voilà. Rosemary comprend qu'ils veulent le lait il faut que le lait soit propre, qu'il faut que le lait soit bon à être bu par l'enfant. Donc elle comprend que l'enfant est sans doute vivant. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire qu'elle obtient. Donc elle va mettre son plan à exécution, donc elle conserve tous ses tranquillisants de côté. Et après quelques jours à faire semblant de coopérer, de prendre ses sédatifs, donc ça va être assez bien joué. En plus, elle va faire croire qu'elle veut du café. Une fois que le café arrive, elle redemande du sucre. Elle essaie de prendre du café avec une matrone qui la surveille, là, et lui demande du sucre. Là, elle s'éclipse 2 minutes, donc elle a pilé entre-temps tous les sédatifs, tous les pilules qu'elle avait. Elle les glisse dans le café, elle secoue un peu, et puis hop, le tour est joué. Elle arrive donc à endormir son geôlier, et là, elle est prête à passer à l'action. Alors donc après avoir passé donc quelques jours à faire semblant de coopérer et de prendre ses sédatifs, en fait, Rosemary va réussir à droguer donc son geôlier. Donc elle va lui faire prendre à son insu la grosse dose de tranquillisant. Elle aurait pu la tuer quand même quand on y pense. Et ce qui l'assomme. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Rosemary donc va aller dans la cuisine. Elle va s'armer d'un couteau de boucher tranchant parce que son plan c'est de passer de l'autre côté, c'est d'aller voir chez les Castavetes. Donc elle saisit un couteau de boucher ou une sorte de couperet à viande en tout cas.
Elle va vers la cloison entre son appartement et l'appartement des Castavet, le fameux KGB qui avait été condamné par Gardinia. Donc elle se doute effectivement qu'il doit y avoir un passage, parce qu'elle se rappelle de comment ils l'ont neutralisé quand elle les avait enfermés à l'extérieur de l'appartement, qu'elle était au téléphone en train d'essayer de joindre sa sœur. D'abord elle a essayé d'appeler son frère, je crois. Bref, elle a essayé de joindre un membre de sa famille. Et pendant qu'elle était au téléphone, c'est là qu'ils sont entrés, qu'ils sont arrivés dans la chambre. D'où ils sortaient, par où ils étaient passés. Donc elle a compris qu'il devait y avoir un passage. Ce n'était pas possible autrement. Sauf si Guy avait un double des clés. Mais apparemment non, ce n'est pas... Voilà. Bon, donc elle se met à le chercher et elle se dit ça ne peut être que le placard. Donc elle arrive à l'intérieur du placard. En rentrant donc à l'intérieur du placard, elle arrive à retirer une sorte de porte, donc l'intérieur carrément. Et là, elle trouve la fameuse porte cachée de l'autre côté qui mène à l'appartement des Castavet. Et là, elle se glisse dedans. Elle s'aventure à travers la cloison et elle arrive donc dans l'appartement des Castavet avec le lot de flashbacks qui va avec. Elle se rappelle quand ils l'ont transportée, elle avait eu une vision de ce couloir quand ils l'ont menée à son viol. C'est là qu'elle avait entendu la fameuse voix disant « vous la portez trop haut ». C'est là qu'elle avait vu aussi au plafond la peinture. Donc dans le film, on voit qu'elle voit la chapelle Sixtine en fait. Elle avait eu l'impression de voir la chapelle Sixtine. Donc c'était par ce passage-là. Donc c'était juste un KGB en fait. Et donc ce qui va être curieux, c'est qu'elle réalise donc que le rêve qu'elle avait eu ce soir-là n'en était pas un. Enfin ça ne peut pas en être un. Donc elle se rappelle de ce passage, elle se rappelle de ces paroles. Et tout d'un coup, le rêve lui revient comme étant réel. C'est quelque chose qui s'est passé. Elle était juste dans les vapes. Mais elle ne recoupe quand même pas. Elle ne recoupe pas les informations. Elle ne réalise toujours pas ce qui s'est vraiment, véritablement passé. Elle ne réalise pas qu'elle s'est faite violer en fait cette nuit-là. Car c'est le dernier élément qu'elle n'a pas intégré. C'est son rêve. Donc, dans tout son dénouement en fait de cette affaire, comprendre le rôle de Guy, tout cela, etc., la dernière chose qui manque, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit-là. Elle ne semble pas recouper en fait cette nuit avec les intentions de la secte. Et c'est pour ça qu'elle reste encore focalisée sur le fait que la secte veut tuer son enfant. À aucun moment, l'idée ne lui est venue que la secte pouvait en vouloir à son enfant, non pas pour le tuer, mais en fait parce que c'était leur prince. Et parce que justement, cette fameuse nuit-là, le viol dont elle a rêvé, et elle a même hurlé à un moment donné, ce n'est pas un rêve, c'est bien réel, c'est trop gros pour être assimilé en fait. Donc jusque-là, malgré ces pistes-là, malgré le fait qu'elle a compris le KGB et tout ça, elle ne comprend toujours pas que son enfant n'est pas l'enfant de Guy. Alors c'est un moment assez sympathique aussi, donc c'est le moment où elle pénètre dans cette maison, dans cet appartement obscur des Castavet, elle entre dans l'antre du démon, de la secte finalement, parce qu'elle se remet à croire en Dieu à nouveau. Elle ne joue plus l'agnostique en fait, ou du moins... Elle commence à croire à une machination des suppôts de Satan, et du coup elle se réfugie auprès de Dieu, dans sa version à elle en tout cas, dans sa version de la croyance, et elle prie. Donc une prière lui échappe. Ça rappelle un peu Luke dans The Ritual. Il est face à une divinité de la forêt qu'il reconnaît que ces choses-là existent, il se remet à croire. C'est un peu ce qui arrive là à Rosemary. Donc en fait, le masque un peu superficiel du « je crois pas vraiment, je ne sais pas que croire, non, Voilà, qu'elle avait adopté juste parce qu'en venant à la ville en fait, mais finalement sans forcément y croire non plus, mais juste en se tassant à la masse. Donc autant elle était croyante dans son bled paumé là, parce que justement sa famille était une famille croyante, autant dans la ville elle s'est mise agnostique parce que tout simplement Guy en fait. Il n'y a eu aucun moment où elle a tranché cette question-là, où elle a réfléchi par elle-même. Là, confrontée à une secte sataniste, tout d'un coup, Rosemary, de manière certaine, retrouve une foi. Un peu tard, mais elle retrouve une foi, voilà. Enfin, un peu tard dans le sens où c'est une foi parce qu'elle a eu la preuve, du coup, c'est pas... Voilà. Comme d'habitude, en fait, la question de la foi étant normalement sans preuve. Il se trouve que, comme Guy, elle a une preuve là, peut-être. Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. Toujours est-il qu'il y a une métamorphose, en fait, depuis le second acte chez Rosemary, qui ouvre les yeux de plus en plus sur le monde qui l'entoure et qui perd sa naïveté enfantine, en fait. Tous ses sens sont aiguisés. Et elle tient un couteau, en plus, ça fait sens. Elle est prête à se défendre maintenant. Pas qu'à se défendre, mais elle passe à l'attaque aussi. Elle marche un peu à tâtons dans cet appartement. Lui, elle se guide grâce à son ouïe. En fait, elle entend des bruits, elle les suit, elle est un peu aveuglée. Mais ses sens sont en alerte comme un félin. Elle gratte de plus en plus pour découvrir la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est ça l'évolution de Rosemary. Et chaque écran qu'elle fait tomber, au grand prix de sa stabilité mentale, l'avance un peu plus vers la vérité en lui ôtant un peu plus de son innocence, au passage. Chez Guy, le magnifique, là, la révélation a été donnée, on lui a offert la vérité sur un plateau. En tout cas, la manipulation, en le manipulant derrière, mais on lui a offert la vérité. Ou une tranche de vérité, du moins. Jusqu'à ce que la secte ait jugé bon de lui présenter la suite. Donc, ils lui ont d'abord montré leur pouvoir, puis ensuite on parlait du deal, ensuite de tout ce qui va avec, j'imagine. Et la révélation, chez lui, aura causé le contraire. Ses limites, il ne s'est pas enfoncé dans l'obscur abrutissement et l'asservissement, fixant mieux ses œillères comme pour foncer à fond dans sa carrière. C'est la seule chose qui compte pour Guy. Et c'est d'une tristesse, car c'est comme comprendre la béatitude d'un combat cosmique entre Dieu et ange déchu dont l'humain est l'enjeu, pour demander est-ce qu'on peut utiliser les étincelles du conflit pour réchauffer son thé? Parce qu'on aime bien son thé bien chaud. C'est un peu ça, Guy, le magnifique. C'est ça l'idée chez Guy. Il découvre tout cela, il comprend tout ça, il se dit d'accord, mais du coup ça peut avancer ma carrière alors. Voilà. C'est ça, Guy, en fait. Alors que chez Rosemary, on a une ouverture de regard, une ouverture, une compréhension sur le monde, et elle est prête à défendre sa part, à se battre, à sauver sa peau dans ce deal-là.
Et autre parallèle intéressant, c'est que si Guy est maintenant entouré du public qu'il a toujours voulu, donc sans parler de son cercle privé au sein de la secte, mais ça y est, les spectateurs, cette foule qu'il a toujours voulu, Rosemary, elle, n'a jamais été aussi parfaitement isolée. Elle se retrouve seule. Là, à la fin, elle tient son couteau, elle y va, elle est toute seule. Rosemary est vraiment seule. Elle s'est éloignée de sa famille parce qu'elle a épousé un non-catholique, elle a tourné le dos à une famille de cassos pour la substituer par l'amour, en fait, et les amitiés qu'offre la ville. Mais finalement, les gens de la ville lui ont mis à l'envers. Déjà, ses amis, c'est des amitiés très légères, on l'a vu, très peu crédibles en réalité. Enfin, on dirait presque des amitiés d'apparence, c'est des amitiés qui n'engagent à rien. Les amis jusque-là ont juste donné des conseils, mais n'ont jamais été présents pendant toute cette grossesse, ne sont pas venus la voir, enfin, c'est des amis avec qui elle est sortie. Alors Guy, j'en parle même pas, son mec, et le reste, il lui restait que Hatch en fait, mais il est mort. Ce qui fait qu'elle se retrouve tout à fait seule, et maintenant que même Hill l'a trahi, Hill qui n'est pas dans la secte en fait, l'autre gynéco là, qui lui n'est pas dans la secte, mais même lui, du fait de sa condition à Rosemary, femme, enceinte, donc en fait peu crédible, hystérique forcément, et en fait sujette à ses hormones, il vaut mieux pas l'écouter quoi. Il va écouter en fait la figure paternaliste ici qui domine Rosemary, c'est-à-dire son mari ou son autre obstétricien. Donc elle sait du coup qu'elle ne peut compter que sur elle en fait, malheureusement. C'est sa résolution du complexe de Cassandre finalement. Le complexe de Cassandre, donc voilà, connaître la vérité, mais personne ne vous croit, personne ne vous écoute. Donc pour Rosemary, si personne ne te croit, démerde-toi toute seule. Et ce qui fait qu'à la fin, une fois qu'elle a compris qu'elle ne peut compter sur personne, donc à la fin du film, en crachant sur Guy et en menaçant de cracher sur sa postine, ça va bientôt arriver, on comprend qu'elle rejette enfin la dernière figure d'autorité face à laquelle elle baissait l'échine. L'autorité scientifique et l'autorité maritale. C'est tout ce qui restait en fait, mais même ça, elle les a foutus par terre. Rosemary s'est vraiment libérée. Elle est passée par plusieurs étapes pour s'endurcir au final, au prix d'une grosse claque à chaque fois quand même, faut le dire. Mais elle finit par y arriver, en étant seule contre tous. C'est le seul moment où elle n'est plus l'objet de qui que ce soit. Même si ça ne change rien au final. Il y a une fatalité terrible du coup au destin de Rosemary en fait. À la fin on se dit mais tout cela pour ça, il y a un dernier mur qu'elle n'arrivera pas à abattre. La dernière ficelle qu'elle ne pourra pas couper pour la rendre complètement libre, c'est ironiquement celle de l'amour maternel. C'est par ce dernier fil que la secte la tiendra quand elle aura coupé tout le reste. Elle est leur mari, en fait. La mère, Marie, elle est leur mari depuis le début. La mère d'un prophète, il se trouve que la mère d'un prophète n'a pas trop le choix, apparemment, du jour au lendemain, pouf, t'es enceinte. De rien. Pour nous, observateurs, cette riposte finale de Rosemary neutralise toutes les frustrations qu'on a pu cumuler jusqu'alors envers elle. Tant on l'a trouvée facile à manipuler et aveugle à toutes les alarmes, en fait. Elle ne voyait rien. Ce n'est pas pour rien que la secte a cru trouver le bon bouc émissaire avec elle. Elle est quoi, Rosemary? C'est une bonne ex-fille catholique qui ne quittera pas son mari, ni ne se fera avorter, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un bon point pour la secte, pour ce qu'ils voulaient. Elle est aussi le genre de personne à rester dans le déni d'une situation aussi longtemps qu'elle le peut. Elle a continué à se convaincre que tout va bien. Elle a quand même souffert de douleurs abdominales handicapantes pendant plusieurs mois, en fait, sans broncher. Et juste en serrant les dents. Elle est faite pour souffrir, il faut souffrir dans quelque chose de très catholique comme ça, dans la souffrance en fait. Elle assume, elle le prend avec elle. Donc une grossesse abominable, donc d'un enfant démon qui se passe très mal, très douloureuse, elle serre les dents. Elle est aussi du genre à s'abandonner complètement à certaines formes d'autorité, que ce soit le médecin ou le mari jusqu'à là. Donc ils sont passés par là pour avoir une prise sur elle. Le médecin et le mari étaient dans la poche de la secte, donc c'était bon, vu que c'était les dernières figures d'autorité pour Rosemary. La seule autre étant Hatch, qui est aussi une figure paternaliste finalement, mais c'est juste que Hatch n'était pas dans les clous. Ils sont débarrassés d'Hatch, il lui restait Guy et sa postine. Et on voit bien qu'elle s'est d'abord réfugiée auprès de Guy quand elle commence à comprendre la vérité. Quand elle soupçonne Guy, elle se retourne vers sa postine. Et quand enfin sa postine tombe, qu'elle se dit que sa postine est aussi dans la secte, elle se tourne vers Hill. Donc on voit vraiment un peu l'ordre d'autorité, un peu qu'elle s'impose en fait. Elle n'est pas allée voir la police par exemple, ça aurait été compliqué, mais elle n'est pas allée voir la police. En fait, la réalité de la situation de Rosemary est si incroyable qu'il n'est pas si surprenant qu'elle soit dans le déni en fait pendant un certain temps. Parce que là en face, ils auraient aussi été dans le déni. Enfin, c'est même pas dans le déni, je veux dire, ils seraient dit qu'elle est folle. Donc quand elle commence à riposter, c'est parce qu'elle a commencé à deviner la vérité, mais pas que. C'est aussi parce qu'elle trouve la force dans la nécessité de protéger son enfant. C'est avant tout ça son moteur. C'est pas pour sa vie en fait. Rosemary a puisé cette force-là dans son désir de protéger son enfant. Et ce point est vital. Et il a complètement été incompris par la série en réalité, où on va avoir une Rosemary détective privée qui tout d'un coup se mêle de mener des enquêtes. En fait, à aucun moment ne ressent que son enfant est en danger. Mais voilà, dans son temps libre de femme au foyer, tout d'un coup elle se met à mener des enquêtes, à aller creuser des morts, des suicides. Mais bon, on reviendra sur la série de toute façon. Donc on a Rosemary qui explore l'appartement des Castavetes. Et là, elle va tomber sur une peinture à l'huile d'une église en feu. Et c'est là, je pense qu'elle a justement ce fameux flashback donc du tu l'as élevé trop haut. C'est la scène de l'église en feu, je crois que c'est Saint Patrick Church. C'est un tableau qui est tout simplement dans le couloir des Castavetes, un tableau qu'ils avaient retiré. On se rappelle le premier dîner que Rosemary avait eu chez eux, elle avait remarqué ça. Elle avait dit à Guy, mais c'est quand même pas bizarre qu'ils aient retiré toutes les peintures des murs. Et en fait, parce que les peintures en question, c'était par exemple cette peinture-là, en fait, une église en feu. Et dans son rêve, enfin ce qu'elle croyait être un rêve, on a l'impression que l'église est littéralement en feu. Enfin, c'est animé en fait, c'est comme une projection. En fait, c'était juste une peinture. En
encore une fois, ce portrait d'une église qui brûle semble dresser la secte face à l'institution religieuse. Pas forcément face à la religion, encore une fois. Je trouvais qu'il y avait plein d'indices dans ce sens-là. Et en tout cas, certainement pas face à l'humanité, dans tous les cas. Donc, Rosemary continue à avoir ces fameux flashbacks, là, comme ça, de cette fameuse cérémonie, mais toujours sans recouper avec l'enfant, sans recouper avec le viol. Voilà, c'est une cérémonie quand même qui est marquante. On s'en rappelle, on a Roman tout en noir qui est au centre, sa Pestine qui lui tient un bol de sang pour dessiner des motifs sur le ventre de la femme à féconder. Ça ne s'oublie pas si facilement, mais non, ça n'est toujours pas là. Ça n'est toujours pas là, ça va arriver tout seul. Comme un cauchemar, en réalité. Quand ça va surgir, ça va faire très mal. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que donc elle va déboucher sur le salon, ils sont tous là, toute la secte est réunie. Elle découvre tout le couvent assis dans le salon autour du berceau. Donc un berceau noir en fait. Et on sait que l'enfant est là-dedans. Il y a Minnie, il y a Roman. Alors ils avaient dit qu'ils partaient à Dubrovnik. Donc c'était ça en fait, le voyage devait se passer à Dubrovnik parce que voilà, Roman voulait revoir Dubrovnik avant de mourir. On a au centre la fameuse photo d'Adrian Marcato. Et il y a également des gens que Rosemary ne reconnaît même pas. Des gens qui semblent être venus de loin en fait. On a un grec qui va arriver plus tard, mais on a surtout un japonais qui prend des photos. La scène finale, c'est une semi-parodie de la nativité. Avec les visiteurs de l'Est, le japonais, le grec qui va débarquer. Au milieu de tout cela, trône le berceau. Alors, ils se sont vraiment lâchés avec le berceau parce que le berceau est tout en noir et il est orné d'une croix, en fait. Donc, ils ont mis une petite croix inversée à la place de là où on met d'habitude les petites babioles là, pour que le môme voit des choses bouger. Eux, ils ont mis une statuette de Jésus retournée, attachée par la cheville. Donc, comment ils y vont, quoi? Alors, déjà, tout est noir. Le landau est noir. Il y a des boîtes de cadeaux noires, même si à l'intérieur des boîtes de cadeaux en question, il y a des nounours de couleur. Donc, pas des nounours noirs non plus. Le berceau est noir. Il est bordé de taffetas noir. La capuche est noire. Tout est noir. Il n'y a que le crucifix qui est quand même d'argent, je crois, mais même lui, il est attaché, donc voilà, comme je disais, avec un petit ruban noir. Il est épinglé donc sur le capot du berceau, et comme ça, le bébé, s'il veut, il peut jouer avec Jésus à l'envers. Voilà. De toute façon, c'est une forme de crucifixion aussi, la crucifixion à l'envers. Donc bon, c'est pas plus insultant de tenir Jésus à l'envers, en fait, de retourner sa crucifixion. Enfin, il est crucifié, qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai bien aimé la surenchère comme ça d'effet en fait. Donc non seulement il est crucifié, mais en plus on va le retourner, le tenir par la cheville et le mettre à l'envers. C'est juste une torture. Enfin, à partir du moment où le bonhomme est sur un crucifix, cloué sur un crucifix, ou attaché suivant des versions, mais bon bref, avec une couronne d'épines sur la tête, enfin qu'est-ce que tu veux faire de plus en fait? En plus tu lui as ouvert le bide, enfin les poumons avec une lance, qu'est-ce que tu fous? Enfin, la surenchère quoi. Overkill comme on dit. Donc en fait, ça donne cette impression qu'en gros, ils essaient de forcer l'éducation en fait, dès le départ. Et en fait, finalement, ça nous fait dire que tout le boulot est à faire. Donc si dès le départ, il faut imaginer éduquer cet enfant avec ça, donc c'est noir, des symboles inversés, etc. Donc ça veut dire qu'ils vont en plus, maintenant, le rôle ne fait commencer quoi. Ils vont s'occuper de l'éducation du fils du diable. Il faudra qu'on en parle, comment on éduque le diable. Donc il y a un moment avant de pénétrer dans le salon, Rosemary est sur le point de craquer. Devant tant de malice, tant de machination, parce que là, elle commence à tout comprendre, à tout filer, en fait. Parce que jusque-là, ils ont continué à lui mentir. Et là, elle les voit. Maintenant, elle les tient enfin. Elle est face à tout ça. Ils sont tellement nombreux. Tous ces gens étaient ligués contre elle. Et bien sûr, il y a Guy. Voilà, tout est vrai. Tout est vrai. Et donc, face à tant de machination, en fait, elle va pour s'écrouler, mais elle va tout d'un coup se ressaisir et s'agripper à la haine et au mépris, en fait, envers ces gens et bien sûr à son amour pour son enfant. Plus important encore. Et la première qui la voit, c'est Laura Louise, qui lui sort, mais de manière hallucinante, qui lui dit « Va te coucher, ce n'est pas le moment d'être debout ». Et ça, c'était une des forces de la secte, comme je disais, en fait, c'était de tout banaliser, en fait. Là, ils observent Rosemary comme si elle ne devait pas être là, si elle devait... Est-ce que Laura Luz a imaginé un seul instant que Rosemary lui dise Ah oui, c'est vrai », et qu'elle retourne se coucher, enfin, voyons. Donc, Rosemary, très mignonne, en fait, leur lance... ne vous approchez pas, j'ai un couteau. Guy, dis-leur à quel point il est aiguisé, mon couteau. Oh meuf, c'est les agents de Satan là. Qu'est-ce que tu racontes? Bon bref. Et quand Guy voit ça, en fait, Guy n'ose même pas la regarder en fait. Il fuit. Là, ça y est, Guy ne sait plus où se mettre en fait. Il est bon dans le mensonge, mais là quand même. Hein. Là, il vient de se faire choper avec les mains. Il vient de claquer la bise au diable quoi. Là, on vient de le voir. Donc là, voilà, faut le justifier là quand même. Donc il n'arrive pas. Il fuit le regard. Et il y a encore Roman qui essaie de parler à Rosemary et Rosemary lui sort le fameux. Taisez-vous, je ne vous entends pas, vous êtes à Dubrovnik de toute façon. Et elle avance vers le landau. Et curieusement, ils n'interviennent pas. Personne n'essaie de se mettre en travers son chemin, on la laisse approcher le landau. Quand elle s'approche du landau, là, elle va voir le bébé pour la première fois. Elle est horrifiée. Donc ça y est, c'est là qu'en fait que l'horreur commence vraiment pour elle. Elle croyait avoir résolu les choses. C'est ça en fait, c'est que Rosemary, en fait, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle tombe de Charybde en Scylla, je sais pas. Mais elle croyait que c'était la secte l'ennemi. Voilà, et là, tout d'un coup, elle voit cette chose dans le landau. Dans un premier temps, ce qu'elle se dit, c'est qu'ils lui ont fait quelque chose. Alors nous, on ne voit pas le bébé. On ne le voit pas. Dans le film, on ne le voit pas. Dans le livre, on va le décrire. Et dans le film, Polanski a fait un très bon choix de ne pas le montrer, justement. Tout ce qu'on sait, c'est que le bébé a des yeux étranges. Et nous, on va avoir un flashback. Rosemary va avoir une sorte de flashback. Ses yeux vont lui rappeler des yeux qu'elle a déjà vus. On va avoir un flashback, justement, du regard qu'elle avait eu pendant le viol satanistique, là.
quand elle a cru que c'était Guy qui était sur elle, et finalement, Guy s'est transformé de plus en plus avec les cailles et tout cela. Et cette transformation physique a révélé finalement que ce n'était pas Guy qui était sur elle, mais une sorte de... le diable, en fait. Et ce qui rappelle des contes en plus, ça me rappelle le conte d'une princesse, je me rappelle d'une princesse capricieuse qui voulait à tout prix épouser l'homme parfait. Donc on avait beau lui présenter des princes, elle n'en voulait jamais, jusqu'au jour où il me semble que c'est la hyène qui se dit « Ok, je vais me la faire, la petite ». Donc il va emprunter à la forêt plein de choses, il va emprunter la peau superbe du caméléon, je crois, parce qu'il n'a pas de... Je sais plus, il va emprunter la tenue, la posture du lion, la voix du lion, ou les plumes du paon, l'intelligence du lapin, etc. Voilà, il emprunte plein de trucs dans la forêt, il emprunte à plein de gens, il se pointe au royaume, la princesse est sous le charme, et donc il la prend avec elle, et à cheval. Et sur la route, il perd de plus en plus ses apparats, justement. Donc il rend la peau, il rend ci, il rend ça. Et à chaque fois, la princesse lui fait « Mon prince, vous venez de perdre votre cul, je sais pas, vous venez de perdre vos belles dents. » Parce que ce n'était pas ses dents, bien sûr, c'était les dents de je ne sais pas quel animal. Je suis complètement en train de détruire ce conte, mais alors qu'il est génial. Il me semble qu'elle lui fait « Mon prince, vous venez de perdre votre belle peau, par exemple. » Et lui, il disait « Laisse, t'inquiète, t'inquiète. » Enfin non, il ne disait pas comme ça, mais dans l'idée. Puis ensuite, ça continue. Donc il marche, et puis à un moment donné, il voit par exemple qu'il perd sa belle prestance, il commence à être tout courbé. Imaginons que c'est sa colonne vertébrale qui tombe, j'en sais rien moi. Il lui fait « Mon prince, vous venez de perdre vos couilles, mon prince, vos belles couilles. » Il fait « Non, t'inquiète. En fait, c'est les couilles du buffle, donc voilà, le buffle passera à les récupérer plus tard. » Eliane est là « T'inquiète, j'en ai d'autres à la maison. » Je sais pas comment il lui explique ça, mais la princesse, comme une conne, elle continue à lui faire « Mon prince, vous avez fait tomber ci, vous avez fait tomber ça, vous avez fait tomber votre rate, ou je sais pas quoi. » Et à l'arrivée, effectivement, c'est un monstre qui l'attend. Enfin, c'est un monstre, c'est une hyène qui l'attend, en fait, qui est prêt à la dévorer. Donc, superbe stratégie de la part d'une hyène pour dévorer quelqu'un, quand même. Et elle se fait sauver par un chasseur, il me semble, qui bute la hyène. Enfin, bon, bref, j'ai complètement perdu le fil, là. Donc, oui, voilà. Donc, elle se rappelle, elle a un flashback, là, qui lui rappelle le regard qu'elle a eu quand, au départ, elle a cru que dans son rêve, cauchemar, réalité, que Guy était en train de lui faire l'amour et que petit à petit, en fait, elle sentait les écailles, elle sentait les griffes. Et là, tout d'un coup, elle voit un regard qui n'est pas un regard d'humain. Et c'est là qu'elle panique. L'image qu'on voit à ce moment-là dans le film des yeux de l'enfant, c'est ce regard-là, c'est un flashback. Ce ne sont pas les yeux du bébé. On ne voit pas les yeux du bébé dans le film. Alors que le livre, lui, va nous donner plein de détails. Alors le livre va nous dire déjà qu'il a qu'il est roux. Et bien sûr, il fallait que le fils du diable soit roux, c'est normal. Orange roux avec des reflets d'orange. Un rouquin, quoi. Le fils du diable est un rouquin. L'antéchrist sera un rouquin. Il a surtout les yeux jaunes d'or, mais sans blanc. Il n'y a pas le blanc. En réalité, il est donc sans iris et la pupille est noire. Donc en fait, peut-être comme des yeux de serpent, je ne sais pas. Et c'est ça qui terrifie Rosemary. Quand on imagine ce que ça aurait pu donner, on est vraiment content qu'ils aient choisi, dans ce film d'horreur, la technique qui consiste à créer du suspense en ne montrant pas. Finalement, nous, ce qu'on voit, c'est la réaction de Rosemary. Ça nous est particulièrement terrible. L'enfant, on s'en fout en réalité. Tout ce qu'on a besoin de voir, c'est que Rosemary, à qui on a fini par s'attacher à elle. Elle a traversé tellement d'épreuves pendant cette grossesse, tant d'épreuves finalement pour essayer de protéger à la fin son enfant pour éviter que la secte ne l'atteigne. Et en fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le mal était déjà fait en amont, bien à son insu. Et que ce qu'elle essayait de protéger, c'était déjà ça, le mal. C'était déjà en elle, c'était fait, c'était plié, en fait. Et elle s'est battue, tout cela pour rien, tout cela pour faire tirer cette gueule qu'elle va tirer quand elle va voir la chose dans le berceau. Et là, elle lance le fameux « What have you done to his eyes ?» Il me semble, qu'avez-vous fait à ses yeux? Mais vu qu'en anglais, du coup, c'est genré, elle dit « What have you done to its eyes ?» Donc Roman lui fait « Il a les yeux de son père ». Rosemary répond « Mais les yeux de Guy sont normaux ?» C'est quoi cette discussion, les gars? En réalité, cette scène est grotesque. C'est comique si on y pense bien, mais voilà, c'est dans de l'horreur certes, mais c'est comique. Parce que les réponses, entre Laura Louise qui dit « Non mais Rosemary, retournez vous coucher, vous ne devriez pas être debout, l'autre qui dit « Mais qu'est-ce qu'il a à ses yeux ?» Et l'autre qui répond « Il a les yeux de son père », comme on dirait en fait dans une soirée normale, hein, un baptême normal ou en tout cas un baby shower. « Oh, il est beau le bébé, il a les yeux de son père. » Voilà, on en est là en fait, on en est littéralement là. Si on enlève la circonstance, la situation, qu'on écoute juste des dialogues, on ne peut pas du tout se douter qu'il s'agit là de cette histoire d'horreur en réalité. Donc Roman lui dit il a les yeux de son père. Et Rosemary répond mais les yeux de Guy sont normaux. En fait, Guy est en train de s'effacer dans le mur là, dans le coin, au niveau de la cuisine. Il est en train de disparaître littéralement. Guy a retrouvé sa véritable forme, si on veut, celle de la larve humaine, qui est en train de s'éclipser littéralement par la porte de la cuisine. Et là, en fait, on a l'annonce. Roman qui lui dit c'est Satan son père. Satan est le père du bébé, pas Guy. Satan. Et là, pendant que Rosemary hurle « Oh God », donc là, ça, elle a compris. Elle a compris le viol, elle a tout compris. Maintenant, elle sait tout. La vérité lui tombe dessus comme une grosse avalanche, comme un torrent d'eau glaciale, j'imagine. Et pendant qu'elle hurle « Oh God », Roman, ça l'énerve en fait de l'entendre dire « Oh mon Dieu ». Donc il lui répond en hurlant « Dieu est mort, God is dead and Satan lives ». Donc Dieu est mort et Satan vit.
L'année est une, c'est génial, c'est un morceau, une tirade, mais pareil, grotesque finalement. Il dit l'année est une, the year is one, the first year of our Lord, la première année de notre maître en fait. L'année est une, et ça rime en plus. The year is one, God is done, mais ça marche pas en français. L'année est une, Dieu est fait et cuit en gros. L'année est une, Satan ne fait que commencer. The year is one, Satan has begun. God is done. Et il fait The year is one, Adrian's begun. Donc l'année est une, Adrien ne fait que commencer. L'ère d'Adrien ne fait que commencer. Parce qu'ils ont décidé d'appeler le petit Adrien, comme son père, comme le père de Roman, le fameux Adrien Castevet, le grand sorcier. Donc ils vont l'appeler Adrien. Ça rappelle du coup le fameux à l'année 1966, auquel ils avaient trinqué quand Rosemary n'avait pas compris là, à la nouvelle année. Donc c'était ça, la première année. C'était la première année de leur élu, de leur prophète. Donc voilà, quand là, enfin, on comprend, là, ça paraît terrible. En fait, ça veut dire que déjà à ce moment-là, ils étaient vachement à l'aise, quoi. Ils trinquaient à cela devant Rosemary, qui, la neuneu qu'elle est, n'avait rien compris. Ils étaient déjà en train de fêter cela avec elle, en présence, en sa présence. À la première année, en 1966, la première année. Trinquons, mes amis, à la venue de notre prophète. Et Rosemary qui est là à côté, j'ai pas tout compris, mais je vais rien dire pour pas passer pour une gogole. Les dates de naissance vont avoir leur importance. Rosemary donne naissance le 25 juin au petit. Et donc, c'est l'anti-Noël, en fait. C'est le 6e mois de l'année, 666, 25 juin, plutôt que 25 décembre, 25-12. Et dans le roman, d'ailleurs, il parle même d'une ancienne prophétie satanique qui a identifié cette date de naissance pour l'Antéchrist. Donc là, il précise bien Antéchrist. On ne parle pas d'Antéchrist dans le film. Et je n'ai toujours pas précisé pourquoi je n'avance pas si facilement le terme d'Antéchrist ici, parce qu'on reviendra dessus. Pour moi, c'est juste le fils du diable. Roman commence à déclamer. Satan est venu du sous-sol. Du sous-sol, il dit. Donc... on se dit, c'est quoi le sous-sol? Les limbes? C'est l'inconscient, machin? Non, dans ce film, on a eu un Satan en chair et en os, apparemment, pour engendrer, donc il serait venu du sous-sol pour engendrer un fils avec une humaine, pour venger ses disciples qui n'ont jamais douté de lui. Donc Roman, Minnie, tout cela. Parce qu'ils ont subi des choses, des persécutions, des injustices. Et le pire là-dedans, c'est que Roman les traite d'hypocrites, en fait, ceux qui les ont persécutés. Les gens qui persécutent sans vraiment croire, sans connaître, sans savoir, et qui, en réalité, ne croient pas forcément. C'est radical, en fait, de la part de la masse, du coup, qui chasse, du coup, cette minorité dans ses croyances inacceptables. Donc, on imagine facilement cette image qu'il en a, donc de cette institution religieuse, pendant ces décennies, les a persécutés, en fait, sans croire, ou ne croyant ni en réalité ni au bien ni au mal, mais juste en remplissant une mission qu'elle s'est donnée, qui lui donne bonne conscience, un abus de pouvoir peut-être. Et aussi une certaine lâcheté, parce qu'il persécutait, dans la vision en tout cas de la secte, il persécutait ceux qui avaient le courage de vraiment croire. Car il est facile de croire en Dieu, mais c'est encore plus dur de croire au diable. Pire, de l'assumer ou de l'afficher comme le père de Roman a osé le faire. Donc on peut aussi se demander alors, mais pourquoi en vouloir à ceux qui croient au diable? Mais c'est le vénérer le problème. Pas seulement croire au diable, donc voilà, c'est pas juste on croit au diable, le diable existe. Voilà. Non, c'est le vénérer, c'est travailler pour lui, apparemment. Donc la seule raison qui tiendrait de persécuter ces satanistes, serait qu'ils adorent le diable au détriment de Dieu. Et là, ce serait une sorte de revanche des suppôts de Dieu, qui ne peuvent pardonner une telle infidélité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit après tout, de fidélité ou d'infidélité. Mais peut-être qu'on creuse loin, que Roman les voit tout simplement comme des lâches, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des hypocrites, qui appliquent une leçon ou un ordre qu'ils ont cru se donner ou qu'ils ont cru recevoir, sans avoir le courage de l'interroger. Et il est plus facile, effectivement, à ce moment-là, de croire en Dieu que de croire au diable. Si on voit la fonction de chacun ici. Croire en Dieu et se liguer et se mettre dans la masse face à une minorité croyant au diable et exécutant surtout ce qu'ils estiment être les attentes du diable. Ce qui mérite de faire un gros aparté là-dessus, en fait. Qu'est-ce qu'un sataniste, en réalité? Qu'est-ce qu'un sataniste? Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il veut? Et à quoi il s'oppose? Je pense que la parenthèse peut tenir. Ça vaut le petit détour, en fait. Notamment à essayer de comprendre qui sont ces satanistes-là et contre qui ils en ont. Clairement, comme je disais depuis le début, j'ai l'impression que ces satanistes-là en ont après l'institution religieuse. Cette institution les a persécutés dans leur liberté de croire en quelque chose, même si c'était interdit. Cette institution s'est faite l'instrument de vengeance, s'est donné cette mission en tout cas, de les punir pour cette croyance. Et non pas d'attendre qu'une punition divine s'abatte sur eux, ou en tout cas qu'une punition arrive après en enfer, ou après la mort, après ce fameux jugement dernier qui attend. Non. La punition se fera maintenant. Et quand Roman s'oppose à eux, en les traitant d'hypocrites, et en parlant de business depuis le départ, c'est que pour lui, il met vraiment en doute le véritable sens de la mission que se sont donnés, en fait, ces persécuteurs. Ça mérite une parenthèse à part entière et on peut la développer tout à l'heure. Déjà, finissons l'histoire, mais je pense que le statut même du sataniste opposé ici à la religion, aux religieux, ou à l'institution religieuse est intéressante. Pas pour comprendre ce que c'est qu'un sataniste, mais plus dans l'optique de l'histoire, en fait. Qu'est-ce que ça nous donne, en réalité, comme construction narrative, comme construction possible pour une narration comme celle-ci, d'une horreur religieuse, en fait. Donc là, quand Roman a fini de déclamer, donc comme ça, Dieu est mort, Satan vivra, voilà, tout le blabla, c'est Minnie qui va prendre la relève.
Donc elle aussi, elle va parler. Elle va présenter Satan finalement comme une décision, comme une sorte de parodie funeste de la volonté divine. Il l'a voulu ainsi, il a fait en sorte que. Alors Satan qui, dans ses souhaits, a tordu le destin, dans une suite d'accidents terribles qui a mené, dans un premier temps, à la mort de Terry. Terry, donc effrayée, la pauvre sotte de Terry apparemment, car ce n'est pas Terry qu'il voulait, mais Rosemary, qu'il a repêché depuis les recoins profonds de sa campagne, la poussant sans doute à quitter sa famille catholique, en faisant en sorte que l'avocate meure pour que l'appartement se libère, et que Guy n'ait pas le succès qu'il voulait, ce qui a contribué à nourrir ce besoin d'admiration chez lui, sa vanité profonde, refutant son échec, car il faudrait qu'il soit humble, mais non, Guy ne peut pas être humble. Toutes ces étapes-là, tous ces enchaînements-là d'événements qui ont mené à ça, c'est finalement les stations de la croix du Christ, presque pour Rosemary. Mais dans une parodie d'horreur, en haine, en mauvais sentiments, en massacre, en manipulation. Ce soir-là, il y a même les rois mages, avec un noir qui vient d'arriver, non c'est pas un noir, c'est un grec. Il y a l'asiatique qui est venu avec l'appareil photo, il y a Abe Sapastin, le juif, qui est là. Voilà, les gens viennent de tous les horizons. Et voilà comment toute cette scène est parodique quand on y pense. Alors devant de tels arguments, autant dire qu'il va sans dire que Rosemary s'écroule dans le fauteuil, le premier fauteuil venu, le temps de reprendre son souffle et ses esprits. Et elle va laisser tomber son couteau. Et Minnie va ramasser le couteau comme une bonne hôtesse, en fait, qui rattrape les maladresses de ses invités. Elle va même essuyer un peu ou se plaindre. Enfin, c'est Minnie, quoi. Et c'est là le moment d'une ultime... Donc pendant que Rosemary est assise en se disant « Je sais pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible », elle ne sait pas quoi penser. C'est le moment d'une ultime et magnifique intervention de Guy. Parce que Guy lui dit qu'il a conclu un accord avec le clan pour leur permettre d'imprégner Rosemary, donc avec le fils du diable, en échange d'une carrière d'acteur réussi. Et lui demande de penser à tout ce qu'ils vont gagner grâce à cela. Non mais il s'est vraiment mis à genoux presque à côté d'elle, donc appuyé sur son genou, et il lui murmure tout cela comme si ça faisait sens en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que Guy a perdu à ce moment-là tout le charisme et toute la force de manipulation qu'il a déjà eu. Parce que là, à ce moment-là, il est en train de sortir les pires choses à sortir dans cette situation. Comme s'il ne comprenait absolument pas qui il avait en face de lui en fait. Et qu'est-ce qu'il était en train de passer par la tête de Rosemary à ce moment-là. À quel moment il a eu l'impression que son désir... Enfin, son succès c'est une chose, mais là il lui parle il lui parle de piscine, de maison Hollywood et autres. À quel moment il a eu l'impression... Enfin, si, ça colle avec Guy, en fait. C'est pas seulement le matériel qu'il lui promet, c'est la gloire, en fait. C'est ça, en réalité. Il ne lui promet pas le matériel. Il lui dit pas, mais pense à tout ce qu'on va avoir une piscine, on va avoir de l'argent, Non, c'est pas ce qu'il lui dit. Il lui parle de gloire. Et sa gloire à lui, c'est sa gloire à elle, forcément. Donc dans son esprit un peu démesuré, enfin dans son ego démesuré, son esprit troublé qu'il met, en fait, son succès, ses plaisirs sont forcément ceux de sa compagne. Alors il essaie de la réconforter en lui disant « T'as pas vraiment été blessé ?» Et c'est comme si t'avais eu un mort-né, quand on y pense. Et voilà, un mort-né, c'est bon, ça arrive dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, on en fera d'autres. Quand on pense à tout ce qu'on gagne en retour, comment, niveau tact, mais on est sur un level légendaire. On peut vraiment se demander si ce personnage réalise les conséquences psychologiques d'un tel trauma. Il l'a manipulée et offerte en pâture au diable. Elle s'est faite violer, sous drogue, dans une cave, par le diable, sous la bénédiction de son mari. Il croit en fait qu'elle va juste passer à autre chose. Abandonner le rejeton là, se lever, laisser là le bébé comme sa dernière crotte de nez en fait, et lui lancer « Ok, si on faisait un cadet maintenant ?» C'est ça le plan de Guy. Je sais pas, c'est du même acabit que Laura Luce qui lui dit « Mais va te coucher Rosemary, tu ne devrais pas être là. » Enfin, on est au même level là, c'est une hallucination complète. Et en plus, dans le fond, je pense vraiment que Guy s'est fait niquer. Parce que tout va s'écrouler peut-être après. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans la suite, on ne sait pas ce que devient Guy. Il n'a jamais eu le succès espéré en réalité. Tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a voulu dans son souhait, c'était juste avoir la pièce. Il a eu sa putain de petite pièce. Il a eu la place dans la pièce qu'il voulait. Baumgart est mis de côté, il a eu cette pièce. Mais il a invoqué les pouvoirs de Satan pour avoir une place dans une pièce, quand on y pense. Après cette pièce, rien n'est dit. Rien n'est dit que les choses vont se jouer comme prévu ou que la secte va encore jouer. Parce qu'il a eu son rôle à jouer, en fait, Guy, c'est fini. La secte peut le mettre de côté maintenant. Ils n'ont plus besoin de lui. Donc c'est un peu minable, en fait. Et ça fait penser au mauvais usage qu'on peut faire, en fait, de souhaits, souvent, dans les contes. Et comme Aladdin. Aladdin, ça me rendait fou, je me rappelle à l'époque. Parce que les souhaits qu'il faisait étaient tellement minables, mais c'était tellement chiant. Par exemple, il avait faim et tout d'un coup, il demandait au génie, il sortait le génie, il lui demandait à manger. Donc le génie lui balançait plein de bouffe, des plateaux, etc. Il mangeait toute la semaine avec sa maman et à la fin, il n'y avait plus rien. Et là, ils avaient faim. Et sa mère lui disait, je parle de la version des 1001 nuits, bien sûr. Sa mère lui dit, maintenant, il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il réfléchit, il fait, attends, on va peut-être vendre les plateaux quand même, ils sont d'or et tout ça. Si on les vend, ça nous fera un peu d'argent, je pourrais acheter. Connard, t'es un génie, putain! Voilà. Là, ça fait penser à la même chose. Guy, on lui dit que Satan existe, on peut t'accorder un souhait, après, il y a un petit échange, bien entendu. Et Guy fait j'aimerais bien une place dans cette pièce qui joue en ce moment à Broadway. Enfin, ok. C'est pour ça qu'on peut se demander ce qui aurait pu se passer dans une autre version de l'histoire où en fait ça aurait été le personnage de Guy, la femme, ou en tout cas celui qui peut faire un enfant. Guy's baby, un truc comme ça. Si Rosemary avait plutôt le caractère de Guy et prête à tout pour réussir, qu'est-ce qui se serait passé? Imaginons du coup, voilà, que là le mari donc est secondaire dans cette histoire, on aurait plutôt la femme du coup qui
est prête à tout pour réussir. On lui demande de faire un pacte avec les diables à ce moment-là et d'enfanter le fils du diable en échange d'avoir cette carrière de comédienne dont elle a toujours rêvé. Ça peut se tenter. Quoique je pense que ce qui rend le couple moins fort là-dedans, c'est que du coup, on n'a pas besoin du mari pour cela. Tout ce qu'il peut faire à la rigueur, c'est s'opposer à cela. Mais si la femme en question qui est concernée décide que oui, elle veut faire cet enfant du diable, ça peut donner un film parano, bien sûr, où le mari passe son temps à mener l'enquête, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et surtout la femme qui flippe d'avoir cette chose dans son ventre, en fait. Comme un déni de grossesse, tout ça. Mais c'est un autre scénar, Donc, ce qui va se passer, Rosemary va écouter calmement tous ces magnifiques arguments et pas de crise, pas de cri, pas d'histoire. Elle va juste lui cracher à la gueule. Elle va lui cracher à la gueule. Et en fait, lorsque le grec va arriver, donc c'est un beau gosse, un grand, élégant, il va arriver, Roman va en profiter pour lui présenter Guy. Et ce qui lui permet d'éloigner Guy de Rosemary, en fait. Car il a des plans encore pour Rosemary, Roman. Il perd pas le nord. Et il se rend bien compte qu'il faut pas laisser Guy là, cette tendue, il va tout faire rater. Il est en train de l'énerver, en fait. Il est en train d'énerver Rosemary. Et d'ailleurs, comiquement, le grec, quand il serre la main de Guy, il lui fait vous êtes le mari. Donc vous êtes Joseph, en gros. Il lui fait vous devez être tellement fier. Le grec est en extase. Ah, vous devez être tellement fier. Et là, on a Guy qui vit son regard quand même gêné. Ouais, je suis fier. Ouais. Donc bon, comme quoi, il a encore un petit fond d'honnêteté. Minnie va apporter une tasse de thé à Rosemary parce qu'elle est bien vénère. Elle dit même à Abe Sapastine à un moment donné, si vous approchez, je vous crache dessus à vous aussi. Donc on sent qu'elle est vénère, elle crache sur tout le monde. Là, ça va pas le faire, donc je lui ramène un petit thé. Ça aurait été génial que la soirée se passe comme ça avec Rosemary qui leur crache tous dessus. C'est un scénar. Et donc Minnie ramène une tasse de thé et ça va être le premier geste qui va servir à hameçonner Rosemary, car il faut d'abord la calmer. Et Roman, donc comme je disais, a un plan pour Rosemary dans la suite de la secte. Et même si ça va finir presque par se retourner contre Roman, mais bon, ça c'est parce que son autorité va être presque sapée par Rosemary, car il n'est pas la cruche qu'il croit connaître. Ils sont tous surpris par Rosemary. Ils vont tous se rendre compte que cette femme n'est pas celle qu'ils ont cru. Mais bon, pour le moment, il la veut dans son secte. Donc c'est son plan, et c'est Minnie qui lance l'exécution, avec juste une tasse de thé. Et elle est diablement efficace, Minnie, justement, comme je disais, pour désamorcer les situations, juste en parlant et en faisant comme si tout était naturel. Alors, il faut savoir que dans l'ordre de la secte, Roman est le grand prêtre, cela ne fait aucun doute. Roman remet tout le monde à sa place. Il dit à un moment donné à Laura Louise se met à menacer Rosemary. Roman la remet à sa place. Abe, pareil, qui arrive un moment vers Rosemary et Roman qui lui dit écarte-toi. Et voilà, il maîtrise tout le monde. Mais on sent que Minnie est le seul contre-pouvoir à lui faire face au sein de la secte. Elle lui tient tête. Et Roman s'incline. Ce n'est pas juste une adepte, en gros. C'est la sorcière. Elle lui tient tête. Leur couple est alors très intéressant. Minnie, on l'avait dit, dispose d'une magie presque anodine, en fait, domestique. Et c'est ce qui commence à détendre Rosemary à un moment. C'est le thé. Le thé anodin de Minnie, on peut le dire. Et d'ailleurs, Rosemary lui demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans, encore du Tanis Root? Et Minnie lui fait non, juste des feuilles de tilleul, voilà, un truc comme ça. Donc, comme pressenti, il y a une sorte d'envoûtement dans la banalité qu'applique la secte, comme une berceuse en fait. Ils vont tous ignorer Rosemary, ne justement pas essayer de la calmer ou de la raisonner, pour qu'elle les rejoigne, lui parler comme Guy a essayé de faire. Non. Ils ne vont pas faire attention à elle, ils vont la laisser digérer et assimiler tout cela, et discuter entre eux comme à une soirée ordinaire. Comme s'il y avait quelqu'un qui ne veut pas trop parler, on le laisse tranquille, c'est tout. On se prend pas la tête. Et il n'est même pas sûr qu'ils soient de concert pour cela, mais juste qu'ils suivent sans doute les pas, le comportement de Roman et Minnie. C'est eux qui donnent le ton. Il faut quand même admirer la terrible efficacité de cette secte qui est prête à tout inventer, à mentir. C'est ce pouvoir de tout noyer dans le banalement commun, tout noyer dans la discussion. On va jamais répondre vraiment aux questions directement. On va toujours parler, comme pour envoûter, comme pour jeter un sort. Charmer et posséder l'autre. C'est pour ça que le terme vraiment de magie domestique s'applique très bien à Minnie. Donc Rosemary, elle va marmonner pendant ce temps, elle va commencer à monter comme ça des plans sur la comète qui viendront s'écrouler tout seuls. Parce qu'en fait, il n'y a pas à dire, ils l'ont désarmé. Minnie l'a désarmé avec cette tasse de thé. Alors l'évolution des sentiments des sentiments et des plans de Rosemary sont intéressants. D'abord, elle veut tuer le gamin. Elle veut le prendre, le saisir en gros et le jeter par la fenêtre et sauter derrière. Sauf qu'elle pourrait sauter en même temps que lui. Le résultat serait le même, je crois, du 7e étage. Mais bon, elle veut d'abord le jeter, puis ensuite suivre derrière. Bon, donc l'opération kamikaze, elle atterrit un peu. Terry, finalement, ce qu'elle avait fait, elle s'était jetée du 7e étage. Mais ensuite, une fois qu'elle commence à se dire ça, elle sent ce cordon entre elle et son fils, et elle veut élever cet enfant. Elle est maman après tout. Il faut qu'elle fasse son rôle, elle se dit. Elle se réconforte donc à l'idée qu'elle est la mère, et n'est-ce pas son rôle de le protéger, quelle que soit sa nature, quel qu'il soit cet enfant. Elle envisage en réalité, ce qu'elle envisage, c'est de se réfugier dans une église. Bon, comme si des prêtres accepteraient de s'occuper du fils du diable, ça je demande à voir, mais elle pose clairement la question de la nature l'inné contre l'acquis, quoi. Nature or nurture. Inné contre acquis. Est-ce que le nurture pourrait marcher avec le fils du diable, suivant ce que sa mère lui inculque, suivant ce qu'elle lui apprend, est-ce qu'elle pourrait quand même en faire un individu décent? C'est ce qu'elle se pose comme question à ce moment-là, Rosemary. D'autant plus qu'elle avait lu Summerhill, donc une méthode d'enseignement, une façon d'éduquer ses enfants, un peu avec des techniques un peu plus permissives d'éducation. Je sais pas moi, un peu la méthode Monsanto, voilà, des choses comme ça. Monsanto, peut-être pas. La méthode Monsanto pour le fils du diable, c'est parfait. Roman va comprendre que cette chose est en marche et il va lui parler donc doucement, d'abord à l'oreille, et va l'encourager à être la mère du bébé. Qu'elle n'a même pas besoin de rejoindre l'alliance en fait. Donc c'est toujours la stratégie de Roman en réalité.
C'est ce dont il avait usé avec Guy, en fait. Ça ne vous engage à rien. Carte de fidélité, mais vous êtes prêt, vous pouvez l'annuler à tout moment. C'est vraiment la stratégie. Il t'amène petit à petit. Donc il propose à Rosemary d'être la maman, mais c'est bon. Pas besoin de rejoindre la secte. Elle aura un moment avec l'enfant et la secte aura aussi ses moments avec l'enfant. C'est tout. Ils sont prêts à lui apporter le pouvoir, l'aide financière, tout ce dont elle a besoin, mais elle aura besoin. Il ne parle même pas de Guy. Il ne parle pas de. Vous serez les parents de l'enfant. Il parle juste de Rosemary comme la mère de l'enfant. Autant dire que pour lui, Guy est déjà sorti de l'équation. Alors, bien que Rosemary hésite un peu au début, son instinct maternel va l'emporter. D'autant plus qu'il y a les pleurs du bébé, en fait. Et donc, elle va s'approcher du bébé, parce qu'il y a Laura Louise qui essaie de bercer le petit, et elle y va comme une brute, en fait. Elle bouge le truc trop rapidement. Et Rosemary lui dit, vous le berciez trop fort. Tu le berces trop fort, c'est pour ça qu'il pleure. Laura Luz envoie chier. Elle dit dégage toi, de toute façon on va te buter, mère de l'enfant ou pas. Et là, c'est là qu'on voit en fait le véritable visage de Laura Louise. On se rend compte déjà qu'elle est assez immature en fait pour un vieux serviteur de Satan. Elle va tirer la langue à Rosemary. Elle est comme un gosse en fait. Et c'est Roman qui doit la remettre à sa place, qui va lui dire Laura Luz, maintenant tu dégages. Quand même, on peut se demander quand on sait que les sorts de la secte se basent sur l'énergie mentale du groupe. On demande ce que Laura Luz apporte là-dedans. Parce que là, littéralement, c'est un enfant gâté. Pas content, il va se poser ailleurs, elle tire la langue. C'est ça, Laura Luz. Donc, c'est une demeurée, en fait, on comprend. Donc, elle lâche l'affaire, elle va se poser à côté, mais elle garde un œil. C'est ça, Laura Luz, hein, c'est le chien de garde, en fait, qu'elle est. Donc, elle est terrifiée par ses maîtres, mais elle est prête à mordre l'intrus. Surtout maintenant qu'elle sait que cette dernière a perdu les faveurs du maître. Avant, quand c'était Rosemary, la maman en puissance, c'était le respect total, c'était la crainte, en tout cas l'amitié forcée. Et maintenant, en fait, qu'elle a rempli son rôle, Laura Luz est prête à mordre, elle ne se replie que parce qu'en fait, elle reçoit un ordre de Roman. Voilà, tous les rôles se confirment là. Hein. Minnie comme faisant partie réellement de la tête de la secte, on va le voir. Guy comme le lâche qu'il est. Laura Luz comme le chien de garde. Voilà, les masques tombent en fait dans cette dernière scène. Roman éloigne Laura Luz, Rosemary s'approche, prend le berceau, commence à le pousser un peu, à calmer le petit. Et le petit fixe Rosemary. Et Roman va s'approcher. Il lui passe la main, si on veut, mais il y va doucement, précautionneusement. Au départ, il garde lui aussi la main sur le berceau, pour vérifier un peu que tout se passe bien. Rosemary son raisonnement va un peu évoluer, en fait. Donc, après l'horreur des traits du gamin qui sont inhumains, elle commence à lui trouver des circonstances atténuantes, en fait, si on veut. Finalement, est-ce que c'est de sa faute si c'est le fils du diable? Il n'a rien fait, en fait, lui. Ce n'est pas de sa faute. Elle se dit, ce n'est pas le meurtre qu'il faut. Faut pas le tuer, en fait, ce môme. Mais il a besoin de compréhension et de pardon. Après tout, c'est une bonne catholique, non? Donc c'est ça, Rosemary. Donc ouais, ce raisonnement-là revient à la charge encore. C'est pour ça que c'était une cible idéale pour la secte, finalement. Elle se dit, non, il faut en parler à des gens qualifiés. Elle va peut-être en parler à un prêtre ou au pape même, qui sait. Peut-être que le pape accordera une audience, il sait que c'est le fils du diable en question. Tu vois. Et finalement, quand on y pense, elle n'a pas tout à fait tort. La religion étant pardon après tout, le prêtre devrait être à même de pardonner le diable, quel que soit même le diable dans son péché. Et la vie étant sacrée, la vie du fils du diable est sacrée aussi. Et de toute façon, qui dit qu'il faudrait tuer le fils du diable à sa naissance? S'il est né, il est né. Si le rôle de l'antichrist, tel qu'au compris, est de juger l'humanité, de tester l'humanité, dans la vision religieuse, il ne remplit que son rôle. Après tout, s'il faut tuer un bébé pour sauver l'humanité, mérite-t-elle d'être sauvée? Et ne se condamne-t-elle pas par là même, si c'est ça le prix de sa survie? Voilà, bon, on peut se lancer, hein, mais bon. Toujours est-il que Rosemary commence à s'accoutumer à lui, en fait. Elle le regarde, il est beau, il est mignon, il a de beaux cheveux. Voilà, elle le fixe, il est croquant, quoi. Ça va même l'amener à se culpabiliser. Elle commence à parler au bébé en lui disant, mais pourquoi il est inquiet? Je ne lui veux pas de mal. Et c'est qu'il retourne complètement la situation, en fait, faisant d'elle le bourreau, faisant d'elle celle qui inquiète. Et l'enfant, du coup, le terrifie. Alors que c'est l'inverse, quand on y pense. C'est quand même l'enfant, l'horreur dans cette scène. C'est le fils du diable. Donc elle s'en veut, et elle en parle même à Roman. Roman, donc toujours très bon. D'abord, il a dégagé Laura Louise, puis il berce avec Rosemary le berceau, comme s'il lui faisait confiance, mais tout en restant aux aguets en tenant le berceau au début. Et ensuite, là, il va s'éloigner. Rosemary continue à lui parler, mais il sent qu'il faut qu'il se retire. Il faut qu'il laisse la mère et le fils. Il faut que ça marche entre eux deux. Donc, il prétexte devoir s'occuper de ses invités, comme si la situation était normale et que les invités étaient les plus importants, et qu'il doit tenir son rôle d'hôte, en fait. Alors que le plus important là-dedans, c'est quand même le fils du diable. Mais voilà, mais il va le dire comme ça. Il va dire, il faut que je m'occupe des invités, j'arrive. Et il part. Encore une fois, toujours dans cette fameuse stratégie. Donc il s'éloigne, il les laisse, et Rosemary est timide au début. C'est très touchant, elle est timide face à cet enfant. Elle parle donc de l'environnement du bébé pour le conforter. Il faudrait enlever ça sur le berceau, les fenêtres c'est trop grand, il faudrait changer les couleurs, blablabla. Elle parle autour. Et petit à petit, elle commence par revenir sur le bébé quand même. Donc pourquoi il a des gants? Alors Roman n'était pas encore parti à ce moment-là parce qu'il lui répond en fait. Ils lui ont mis des gants parce qu'il a des petites griffes. Donc on a peur qu'il s'écorche le visage, mais ses griffes sont tout à fait mignonnes. C'est vraiment pas le problème, quoi. Elle va lui défaire un petit nœud pour le rendre plus confortable. Et petit à petit, elle en arrive à lui parler, à le regarder, à s'amadouer à lui, en réalité. Donc voilà, elle a parlé tout autour, tout l'alentour du berceau, les vêtements maintenant, et là maintenant, elle parle du bébé, elle parle au bébé. Et donc ça a marché, la stratégie de Roman a marché. Elle commence tout simplement par lui parler du lait qu'il boit. Est-ce que tu savais que le lait que tu buvais venait de moi? Ça ne vient pas en bouteille, le lait, tu sais.
Donc la scène bascule dans une banale scène de mère à l'enfant. Et on parlait tout à l'heure du pouvoir de banalité de la secte. Bah c'est ça. C'est finalement en banalisant l'horreur qu'ils la rendent potente, qu'ils amènent Rosemary à faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont amené ce crétin de Guy à passer un pacte avec les diables, car il ne s'agit pas de passer un pacte avec les diables, mais juste avancer sa carrière. C'est mieux dit comme ça. Il ne s'agit pas d'élever l'Antichrist et mener l'humanité à basculer vers sa fin et la condamner à être manipulée, à se précipiter tout entière en enfer. Non, il s'agit juste pour une mère de s'occuper de son fils. Voilà. Il faut reformuler les choses de la manière la plus banale qui soit. Et c'est ironique que ce soit l'amour humain qui permette au fils du diable de vivre. C'est ce qui est venu chercher le diable, on pourrait se dire. Ce qu'il a obtenu, c'est l'amour d'une femme pour son enfant, pour sa descendance, ce qui lui permettra de grandir et de prospérer. Et peut-être même d'ailleurs de pouvoir connaître la haine, parce qu'il a peut-être besoin de connaître l'amour pour pouvoir connaître la haine. Une haine solide, tranchée. Tu vois. Le fils du diable a peut-être besoin de connaître l'amour maternel pour mieux accomplir sa mission de haine derrière. Et peut-être ça sauve, même la secte ne le comprend pas ça. Et c'est sans doute là qu'ils sont eux aussi le jouet du diable, qui a tout prévu depuis le départ, car il lui faut à la fois la malice de ses fidèles et l'amour sans concession d'une maman, croyant sauver son fils pour élever au mieux celui qui trompera l'humanité. Il faut bien qu'il connaisse l'amour quand même pour pouvoir mieux le manipuler. Donc voilà ce qui va se passer. Le film n'ira pas plus loin sur ce point-là, mais dans le livre, il va y avoir un dernier point d'embrouille en fait avec le nom. Parce que je rappelle donc que les Castavet, Roman Castavet veut appeler le petit Adrian Steven, comme Adrien Castavet, donc le père de Roman qui est mort, lynché par la foule ou abandonné dans un étable. Alors que Rosemary, elle, voudrait l'appeler Andrew John Woodman, ce qui fait AJW, donc Antichrist Justice Warrior, je sais pas. Et c'est un dernier retournement où Rosemary semble reprendre le dessus sur la secte et a imposé son choix, arrivant à trouver même le support de Minnie à ce moment-là. Et contrairement au film, Rosemary ne laisse pas passer le nom d'Adrian, mais défend le nom qu'elle a hurlé quand elle a cru que tout était perdu. Le moment où elle a commencé à accoucher là, dans sa chambre, alors que Abe la tenait, Guy la tenait, qu'elle a hurlé Andrew, ou Julie, je ne sais plus, c'était une fille. Donc Andrew, désolé, pardon mon chéri, etc. Bah voilà. Et donc là, c'est un retournement quand Rosemary prend le pouvoir, à la fois sur le nom de l'enfant et sur l'accoutrement qu'il aura. Donc c'est les deux points sur lesquels elle ne cède pas, et elle gagne à ce point-là. Calmement, elle dit à Roman qu'elle comprend pourquoi il veut ce prénom, mais qu'elle ne peut pas le laisser faire. Et ça, Roman ne l'a pas vu venir. Donc Minnie s'arrange du côté de Rosemary et toute la secte la rejoint pour héler Hail Rosemary, Hail Adrian. Et même Guy rejoint le chant. Alors vraiment pour dire le manque de caractère du bonhomme, il est sataniste maintenant. Et certainement qu'il n'y croit pas plus qu'à autre chose. Enfin, il a une preuve bien sûr, mais il n'a jamais cru en rien, Guy. Il rejoint juste le mouvement à cette heure-ci. Et donc à la fin du film par contre, il se regroupe soigneusement autour de Rosemary qui berce le petit qui pleure, mais on ne voit pas Guy. Je crois que Guy s'est éloigné. Et c'était ça, en fait. Il a servi sa mission. Donc là, la secte va le jeter comme un mouchoir, en fait. Et il a eu son rôle dans sa pièce, mais ce n'est même pas dit qu'il aura le succès tant attendu. Derrière, en fait, la succession des plans, des contrats juteux, etc., il ne les aura peut-être pas. Parce que la secte n'a plus besoin de lui, il n'aura plus d'aide de la secte. Et il ne peut pas les menacer parce qu'ils peuvent très facilement se débarrasser de lui. Et qu'est-ce qu'il va dire, de toute façon ? J'ai fait un contrat avec cette secte, ils ont violé ma femme, les diables ont violé ma femme. Enfin, Guy est fichu. J'ai trouvé ça très intéressant, cette scène où, à la fin, la secte se regroupe autour de Rosemary et Guy qui disparaît par la porte de la cuisine. Évidemment, parce que le parallèle est sympa. Guy s'efface tandis que Rosemary s'affirme. Et même si dans le livre, il ne part pas, il ne s'efface pas, il scande aussi avec les membres de la secte, il n'est rien de plus ou rien de moins qu'un pion parmi d'autres dans le grand plan en mouvement. Guy a fini par ne plus avoir d'importance dans cette histoire. Rosemary, elle est devenue la mère, et Satan est devenu la figure du père. Guy reste juste Guy, c'est devenu juste un mec au final. Et je me demande même si à la fin, il ne regrette pas un peu. Je me suis demandé si Guy ne regrettait pas peut-être d'avoir perdu Rosemary ainsi. Parce que c'est fichu, là, il a tout perdu au final. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas une histoire d'argent, c'était une histoire de gloire, et cette gloire, il fallait la partager. Il lui fallait l'attention, le succès. Il voulait la visibilité, le succès. Et surtout, il voulait toute l'attention de Rosemary. Il se trouve que cette attention ne pouvait pas suffire à son ego. Il lui en fallait encore plus. Mais là, en gagnant cette attention, ce succès, il perd l'attention, il perd l'attention de Rosemary. C'est un antagoniste intéressant, Guy. Enfin, lâche, faible, tout ce qu'on veut, mais il est curieux à étudier, je trouve. Essayer de s'expliquer ses choix et son raisonnement qui l'ont mené à ça, surtout quand on comprend tout ce qu'il a pu faire en sous-sol, mais il a fait des choses de dingue, Guy, quand même. Enfin, se précipiter d'une pièce parce que Roman l'a appelé en lui disant « Hatch est là, il va découvrir le poteau rose », Guy qui fonce en maquillage, qui prend un gant parce qu'il va le remettre à la secte après. Enfin, quand on réalise tout ça, on imagine le destin de ce mec, c'est incroyable en fait. C'est une merde intégrale, mais sacré destin. Donc Guy finit par devenir juste ce qu'il est en fait, le Guy, juste le petit gars, et Rosemary, elle, devient Marie. Donc les méchants ont gagné en fait. Ils ont réussi dans leur plan de faire naître l'Antéchrist. Et il semble qu'ils aient même, on pourrait croire dans le film en tout cas, qu'ils ont mis Rosemary dans leur rang. C'est pour ça que la fin du film est très pessimiste. Alors que le roman, lui, le subvertit un petit peu plus. C'est plus nuancé. Parce que Rosemary accepte d'élever le petit, mais c'est parce qu'elle espère qu'elle pourra influencer son éducation en fait.
et rejeter en fait le destin tel qu'il lui semble imposé. Ce n'est pas parce que c'est le fils du diable qu'il finira par être ce qu'on dit qu'il est. Et c'est pour ça qu'elle va exiger que l'enfant ne s'appelle pas Adrien, mais qu'il s'appelle Andrew, comme elle avait décidé. Et elle emporte cette première victoire. Elle ne veut pas aussi qu'il porte tout le temps du noir, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, elle a gagné sur le prénom déjà, et ça c'est très fort. Dans le livre, on termine sur un climax. Ça s'arrête comme ça. Andrew va-t-il sourire ou pas? Parce qu'elle essaie de le faire sourire, mais il ne sourit pas. Est-ce que l'enfant du diable peut sourire? Va-t-il sourire ou non? C'est un bon climax finalement, parce qu'on a vu que le petit est capable d'exprimer la peur, l'angoisse, la colère, mais est-ce que le sentiment de joie, de plaisir peut le traverser? Et on finit sur un cliché photographique. Dans le film, Rosemary continue à bercer le bébé, et on entend la berceuse du début du film. C'est comme ça que ça se conclut. Donc le film a commencé par un long panoramique à travers l'horizon de Manhattan et tout cela, accompagné du chant étrange de Rosemary. Là, ça se termine dans l'autre sens. Et on repart vers l'extérieur, en fait. Et c'est très symbolique parce que ce qui vient de se passer dans ce petit appartement-là, dans ces petites chambres-là, ce moment-là, va avoir une incidence sur le monde entier à l'extérieur qui est absolument insouciant de ce qui est en train de se dérouler. Donc c'est très bien ce plan-là. On ressort maintenant, on voit que le monde, pendant ce temps-là, le monde tourne. Et il vient de se dérouler quelque chose là-dedans qui va le faire tourner plus vite peut-être. Donc voilà.